Amis youtubeurs, bonjour et merci. Merci de votre fidélité, de vos commentaires, de vos likes, y compris les commentaires désagréables. Sujet du jour, la 5G ou la lampe à huile, c'est-à-dire question conne qui revient à opposer le progrès par ailleurs aussi inévitable que la marée au modèle Amish, aussi décalé que la ligne Maginot. Mais c'est surtout un moyen d'amuser les gogos et d'éviter de poser la seule et vraie question concernant ce qui n'est qu'une brique technologique du nouvel ordre mondial. Vraies questions qui sont: à qui appartiennent les données qui circulent sur la 5G, la fibre et autres réseaux Internet? Qui les utilise et surtout qui commande? Quid de l'indépendance stratégique de la France et éventuellement de l'Europe quand celle-ci sera ce qu'elle est et ce qu'elle veut? Et enfin, la question de la puissance et de la mainmise que nous laissons prendre ou que nous offrons même aux GAFAM, car in fine, c'est aussi et surtout cela, la 5G, qui n'est qu'une brique de leur toile numérique qui est en train de nous envelopper. Donc c'est un combat d'arrière-garde, symbolisé par des remarques aussi cons que celles du maire de Grenoble, à savoir que la 5G c'est fait pour regarder des vidéos porno dans l'ascenseur, conneries auxquelles les technophiles et autres ultralibéralistes répondent par une vision tout aussi idiote que d'avoir son frigo qui commande directement de la bière chez Amazon quand il n'y en a plus. Donc on a ici une idée du débat, du niveau du débat qui nous attend, et ce niveau est fait encore une fois, est fait exprès pour endormir les foules. Je vais donc essayer d'être moins dogmatique et surtout un peu moins idiot, ce qui ne devrait pas être trop difficile, mais surtout pas trop technique dans ma zone de confort qui est représentée par ce qui fut un de mes premiers métiers pour me concentrer sur les points clés et éviter les évidences comme la 5G, ça sert à faire des opérations chirurgicales à distance, d'augmenter la cadence des métros comme c'est déjà le cas en Chine, ou de faire avancer le TGV sans pilote également en Chine. Et je passerai de la même façon tous les autres côtés de la pièce, à savoir fake news, désinformation, vol d'identité numérique, escroquerie en tout genre. Tout cela parce que, encore une fois, ce n'est que de la technique qui ne répond pas aux choix fondamentaux de la vie, aux choix fondamentaux de la société que nous voulons, et qui se résume pas par un arbitrage entre le progrès qui a fait de l'homme ce qu'il est et le retour en arrière avec l'âge de la bougie et une forte mortalité des enfants faute de vaccins. Je fais bien évidemment ici le parallèle avec le Covid et le vaccin du Covid. La question, c'est pas 5G ou pas 5G, ou vaccin ou pas vaccin, ça n'a pas de sens, mais qui détient les rênes et qui détient le pouvoir, et surtout pour quelle finalité. Donc je vais commencer par un petit rappel historique, parce qu'à mon avis, encore une fois, tout est lié, futur, passé, c'est pas la théorie de Guillemot, mais presque. Et donc je commence par un ordre de grandeur en termes de temps, de volume, de technologie et des conséquences. Donc le cadre général, c'est qu'Internet est techniquement né en 69 pour voir le jour réellement de façon publique en 1991, soit 20 ans après. Le mur de Berlin, lui, est tombé en 89 et l'URSS a explosé en 91. Donc 91, c'est naissance d'Internet et chute du mur de Berlin. Et cette concomitance n'est pas anodine à mes yeux, dans la mesure où pour moi c'est le début réel de la mondialisation et donc de la circulation plus ou moins évidente des personnes, des biens, des idées et des savoirs. Donc c'est le développement, pour moi c'est le début du développement de ce qu'on appelait le nouvel ordre mondial ou the deep state, l'état profond. L'état profond qui est parfaitement décrit dans ce bouquin et qui permettra d'une part de comprendre, parce que c'est vraiment bien fait, donc la revue de Michel Onfray, et qui permettra par ailleurs aux complotistes de savoir pourquoi ils pourraient l'être et pourquoi c'est pas un complot dans la mesure où tout est présenté, évident, à l'air libre, à la vue de tout le monde, soit par le biais d'organisations internationales, OMS, ONU, comité
européenne, Commission européenne et tout ce que l'on veut. Le tout, évidemment, en plein jour ou bien de façon un peu plus cachée, comme la loge Le Siècle, qui est également décrite là, ou Davos. Tout ça au profit d'une oligarchie, ou des oligarchies, comme BlackBlock pour la partie financière, Big Pharma, le complexe militaro-industriel, et surtout, en finale, les GAFAM, comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Donc, dans ce schéma, il est évident que la 5G n'est qu'une partie du puzzle. Donc l'historique de la technique. Les premiers téléphones mobiles ont vu le jour aux alentours le 6 mars 1983, quand Motorola a présenté son premier téléphone mobile et jugé sans grand avenir commercial. Presque 20 ans plus tard, en 90, commercialisait les premiers téléphones portables à la norme GSM, Global System Mobile, portables, oui, 2,5 kg, transmettant de la voix et des courts messages sous forme de data. Est arrivée ce qu'on appelle la norme 2G. Alors, les normes sont importantes et on verra pourquoi après. Ensuite est arrivée la 3G, la norme UMTS, qui apporta de l'image dans les années 2000, puis la 4G, qui en accélérant les débits et la bande passante avec l'arrivée de la vidéo qui s'est améliorée avec l'arrivée de la 4G. Et là, la 4G, la norme LTE, est arrivée à peu près 2010-2011. Et puis, la 5G, dont on parle, qui commencera sa vie commerciale aux alentours de 2021. Donc vous voyez qu'à chaque fois, mis à part les 20 premières années, mais sinon après, on marche par tranche de 10 ans. 10 ans, pourquoi? Parce que c'est le temps qu'il faut pour mettre en place et stabiliser un réseau, et c'est surtout le temps qu'il faut aux opérateurs pour l'amortir financièrement. Et donc, 5G qui verra son plein usage à peu près en 2030, où là, effectivement, on aura un réseau qui laissera des zones blanches, mais qui sera installé. Alors, aujourd'hui, nous avons dans les poches, tous, quasiment, puisque 95% des Français ont un téléphone et un smartphone, dont, entre parenthèses, 66% sont compatibles 5G, donc ce n'est pas la peine d'aller en acheter un tout de suite, vous l'avez déjà, et un téléphone qui leur donne plus de capacité de calcul que les premiers hommes qui sont allés sur la Lune. Donc c'est pas si vieux que ça, la Lune, j'étais petit, je regardais ça à la télé. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. On a plus de savoir et d'accès au savoir que ces hommes-là, sans oublier que c'est gratuit. Mais quand c'est gratuit, c'est que généralement le produit c'est vous, ou du moins le produit ce sont vos données personnelles que vous offrez contre quelques babioles. Alors qu'est-ce que la 5G ? Même si elle est là pour soutenir, elle va soutenir dans un premier temps le réseau 4G, c'est pas de la 4G améliorée. La 5G, elle est faite avant tout pour un dialogue machine to machine à des très hauts débits avec des temps de latence, donc des temps de réponse ultra courts qui permettront à une voiture autonome de réagir en temps réel ou bien à un chirurgien d'opérer en temps réel avec le bistouri qui ne met pas une seconde à bouger à l'autre bout du monde. Donc c'est avant tout de la technologie machine to machine et vous en tant que particulier, vous n'allez pas être concerné tout de suite. Le problème des fréquences que l'on va aborder, c'est que pour augmenter cette vitesse et ce débit, et réduire ce temps de latence, il faut augmenter les fréquences. Donc l'appel d'offres qui vient d'avoir lieu concerne des bandes de fréquences, je vais faire vite sur la technique, entre 3,4 et 3,8 GHz, qui sont des bandes qui sont déjà utilisées et dont les impacts sanitaires sont déjà connus. En revanche, la 5G prendra sa pleine puissance avec une bande à 26 GHz, et là c'est une bande qui est déjà utilisée par d'autres applications, type radar, mais dont les conséquences sont nettement moins connues. Pour un ordre de grandeur, l'ARCEP, donc l'organisme de régulation des télécoms, a donné comme objectif aux opérateurs d'avoir installé 42 000 antennes opérationnelles sur les 80 000 sites disponibles. Une antenne étant, pas une antenne, mais un bloc d'antenne. C'est donc pas demain que vous allez être obligé de changer votre téléphone. Donc, en revanche, les fréquences 26 GHz, on ne sait pas ce que ça donne au niveau sanitaire. Donc ça, c'est un des problèmes qu'il va falloir résoudre et si possible résoudre dans la transparence, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, le problème des antennes et de leur consommation, puisqu'on a entendu dire tout et n'importe quoi. Comme
la 5G a des antennes qui, au lieu d'émettre sur 90 ou 120 degrés, c'est-à-dire d'arroser et de diffuser toute leur puissance sur un spectre un peu plus large, concentrent leur puissance sur des faisceaux. De ce fait, elles consomment moins, elles rayonnent moins, donc il y a moins de gens touchés par les radiations de ces antennes, et elles concentrent leur puissance sur une personne. Donc s'il n'y a qu'une personne et qui émet, celles d'à côté ont moins de chances de ramasser un peu de radiation. Par contre, si vous avez tout un groupe de personnes, il est évident que les radiations, même les mini-faisceaux, micro-faisceaux, vont faire que la zone va être plus arrosée. Et donc, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on entend dire, ce n'est pas la 5G ne consomme pas plus d'énergie, voire à la limite, elle en consomme moins, puisque la puissance est concentrée sur un faisceau. Mais par contre, ce sont les usages et l'augmentation des usages qui font que le volume général des données augmente, et donc la consommation du réseau 5G risque d'augmenter, non pas en raison de la technologie, mais bien en raison des usages. Or, quand on entend dire que les Chinois coupent leur antenne la nuit tellement ça consomme, c'est surtout que le réseau s'autopilote et se remaille, et c'est pas la peine de laisser des antennes et des relais tourner toute la nuit quand tout le monde dort et qu'il n'y a qu'un Pékin qui passe avec un message envoyé. En revanche, cette technologie, elle est faite pour faire dialoguer des machines à machines, et donc des machines qui par défaut sont des robots, on va appeler ça comme ça, et donc qui sont des suppresseurs de travailleurs. Donc, encore une fois, c'est bien l'offre de services qui génère dans ce domaine la demande. Et avec l'arrivée de la 4G, qui a fait le bonheur de YouTube, Netflix et toutes les vidéos, et si possible, les gens regardent ça en HD, parce qu'il faut au moins ça sur un petit écran dans le métro à la place d'un bon bouquin, c'est ce qui a fait augmenter la consommation des gaz à effet de serre du numérique, gaz à effet de serre qui représente aujourd'hui 4%, soit 2 fois plus que l'aérien. Aérien qui va diminuer ces gaz à effet de serre de par les progrès technologiques, alors que de 4% pourrait très bien doubler à 8% avec l'arrivée de la 5G, encore une fois, non pas parce que la 5G consomme plus, mais parce qu'elle va proposer plus d'usages. Donc, autre question, c'est pas parce qu'on le fait ailleurs qu'il faut le faire chez nous. Eh bien, malheureusement, si, sauf à vouloir rester le petit village gaulois et à faire de la France, effectivement, le Center Park du monde et le pays du tourisme, dans la mesure où on a désindustrialisé depuis 30 ans. Pourquoi pas, ça pourrait être le cas, mais à mon avis, on ferait mieux de transformer cette menace en opportunité en devenant les leaders de la 5G, parce qu'on a quand même d'excellents ingénieurs, mathématiciens et autres. Et donc, l'innovation a toujours été dans la nature profonde de l'homme, sinon on en serait encore à l'âge des cavernes et de la mortalité infantile, faute de vaccins. Donc, et après la 5G, eh bien, la réponse est évidente, c'est la 6G, avec les mêmes objectifs d'augmentation de débit et de réduction du délai de latence. Par contre, sur des fréquences donc encore plus élevées. Aux États-Unis, en ce moment, Samsung teste les 3000 GHz, qui est une fréquence très très élevée, dont on ne connaît pas les conséquences. Par contre, plus la fréquence est élevée, et moins elle a de capacité à pénétrer, que ce soit à travers les murs, les arbres ou éventuellement le derme. Donc nous allons nous intéresser à la vraie et unique question qui vaille le coup d'être partielle et qui a déjà été traitée partiellement dans les vidéos précédentes, avec notamment le scandale du Health Data Hub, c'est-à-dire que l'ensemble des données de la santé des Français sont transférées aux États-Unis puisqu'ils sont hébergés sur le site de Microsoft. Ça, c'est un vrai scandale qui va au-delà de la 5G. La 5G, c'est l'outil. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait des données, à qui elles appartiennent. Or, il est évident qu'aux États-Unis, ils vont se servir de ces données pour les futures innovations technologiques qui vont être mises à la portée des laboratoires américains. Ce qu'on leur donne, c'est ni plus ni moins que de l'or en barre
qui vont nous revendre, une fois qu'ils auront travaillé dessus, qui vont nous revendre sous forme de médicaments à un prix que la sécurité sociale ne sera même plus capable de payer. Donc Staline disait à propos du capitalisme, on ira jusqu'à leur vendre la corde pour les pendre. Eh bien, avec Internet, on en est quasiment rendu à ce stade, puisque Internet, comme la 5G, comme ce que vous voulez, comme les câbles qu'on verra tout à l'heure, appartiennent avant tout aux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, plus les Chinois et tous les autres derrière. Donc en attendant, ces données leur servent du moins d'entraînement à leurs algorithmes et à leur intelligence artificielle. Et on a appris, on a découvert avec le scandale Analytica que sur un sondage de 27 000 personnes aux États-Unis, donc 27 000 personnes par rapport aux États-Unis, c'est peanuts, et bien sur un sondage de 27 000 personnes, ils avaient réussi à définir des profils psychologiques types dont ils se sont servis en 2016 pour influencer les élections américaines. Donc la 5G, indispensable également à l'injection des vaccins numériques dont on a parlé dans une vidéo précédente, comme à la reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale qui a fait d'énormes progrès puisque maintenant tout le monde va être masqué, eh bien elle arrive à travailler qu'avec le haut du visage. Et donc toutes ces données que l'on donne et qui permettent de construire ces briques ou ces pièces de puzzle pour les GAFA sont données avec le consentement BA des utilisateurs, trop heureux d'être abreuvés de séries vidéo jusque dans le métro. Donc, la 5G, c'est la guerre. Les normes citées précédemment, 2G, UMTS, LTE et ainsi de suite, sont importantes parce que les normes sont le fruit de brevets qui génèrent des royalties. Eh bien, on va regarder ce qu'on a en termes de brevets. Aujourd'hui, sur la 5G, et uniquement sur la 5G, la Chine, c'est 34%, la Corée du Sud, c'est 24%, l'Union européenne, 17%, par rapport à 13% qu'on avait sur la 4G, donc on progresse, sauf que dans l'Union européenne, ceux qui détiennent les brevets, c'est Nokia et Ericsson. France, quasiment zéro. Et chiffre important, les USA, 13%. Donc je rappelle, la Chine, 34% des brevets, les Américains, 13%. Vous comprenez mieux pourquoi tout est systémique et tout est lié. Et ce dernier chiffre explique à lui-même, à lui seul, les réactions et les sanctions américaines face au leader Huawei et compagnie, car les USA sont en train de perdre cette guerre technologique. La marine chinoise vient de dépasser en nombre la marine américaine et la technologie chinoise est en train de dépasser la technologie américaine et donc il ne va plus rester grand-chose comme suprématie à nos alliés plutôt que nos amis. Donc le monde diplomatique citait le créateur de Huawei. Les télécommunications sont une affaire de sécurité nationale. Ne pas posséder ses propres équipements dans ce domaine, c'est comme ne pas avoir d'armée. Sans indépendance technologique, il n'y a pas d'indépendance nationale. Voilà, c'est résumé. Le contrôle des technologies Internet comme du réseau lui-même sont un acte de suprématie, voire de guerre, et donc entraînant des actions guerrières. Alors, pourquoi il est important pour Huawei de mettre des relais, des antennes, comme on dit 5G? C'est parce que tout simplement, on est en dessous du robinet. Et quand on a une bretelle branchée sur un relais, on a effectivement le flux de toutes les conversations, communications et échanges numériques qui passent, et donc on a l'information, et qui détient l'information détient le pouvoir. Ça n'a pas changé. Ce qui se joue donc avec la 5G, c'est bien la suprématie nationale dans le domaine du renseignement, plus que de savoir si les ondes sont néfastes ou s'il faut couper le relais la nuit parce que ça consomme de trop. Ça, c'est de la tartufade pour gogo. Donc, l'Europe, de son côté, via l'ancien patron d'Atos, et donc qui sait de quoi il parle, essaye de mettre des barrières à l'hégémonie des GAFAM qui se goinfrent de nos données, hein, comme on vient de l'expliquer. Et donc Thierry Breton essaye de mettre des barrières par le biais du Digital Service Act et qui prétend durcir les règles et notamment interdire le transfert des données des Européens aux États-Unis. Ce à quoi Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, dit si c'est comme ça, en sachant que son siège européen est opportunément à Dublin, là aussi ineptie européenne, c'est-à-dire globalement paradis fiscal,
Eh bien, Mark Zuckerberg dit si c'est comme ça, c'est pas grave, je ferme Facebook et Instagram en Europe. Évidemment, c'est un bras de fer. On se doute bien que c'est de la négociation. On voit bien le rapport de force qu'il peut y avoir et en termes de suprématie nationale, après le Health Data Hub où on envoie toutes nos données de santé aux États-Unis, il y a un autre super scandale qui a eu lieu en 2016, c'est-à-dire que la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, c'est-à-dire l'antiterrorisme français, a acheté un logiciel de la société Palantir. Palantir, qui est une société dont la spécialité, c'est de traiter les big data, donc les mégabases de données, notamment issues des collectes de renseignements et d'interceptions électroniques. Et faute de solutions françaises et européennes, on a acheté un logiciel d'une société américaine qui a été financé par la CIA, tout simplement, et qui vient d'être introduit en bourse à hauteur de 27 milliards de dollars lors de son introduction il y a quelques semaines, alors qu'elle n'a pas gagné 1 euro, enfin 1 dollar depuis 17 ans, et qu'elle a perdu 580 millions d'euros cette année sur les 713 de chiffre d'affaires. Donc qui est-ce qui paye si ce n'est le gouvernement américain derrière? Et c'est cela dont se servent nos services de renseignement. Quelques chiffres qui portent atteinte également à notre souveraineté numérique et au coup d'État des GAFAM. 99% du trafic Internet passe par des câbles sous-marins. On en a recensé 380 à travers le monde qui font 1,3 million de kilomètres de câbles posés. Alors, c'est un enjeu vital pour les États. Tellement vital que lors de la vente d'Alcatel, le ministère de la Défense français a mis tout son poids dans la balance pour sortir l'activité câble sous-marin d'Alcatel, Alcatel Submarine Networks, pour la sortir du deal, probablement parce qu'il est quand même plus facile d'avoir les stations, de poser le câble soi-même pour pouvoir poser les bretelles d'écoute et se trouver, avoir la station d'atterrissage du câble en France. On a 2 sites principaux en France, je ne vous dirai pas où, mais en Bretagne et dans le sud de la France. Mais il y a quelques autres points. Et il est évident que ça, c'est stratégique. Et c'est tellement stratégique qu'aujourd'hui, c'est la filiale de Nokia. Donc, si les Chinois avancent à leur vitesse habituelle, Google possède et contrôle aujourd'hui pas moins de 14 câbles sous-marins. Là, ils sont encore en train d'en poser un méga. Alors, un méga, c'est toujours plus de débit, dont 3 en propre. Facebook en possède 10, Microsoft 4 et Amazon 3. Avant, ils utilisaient les services d'Orange. Ils louaient le câble à Orange ou à d'autres opérateurs. Aujourd'hui, ils posent leur propre câble. Il y a 2 façons principales, il y en a plein, mais il y a 2 façons principales de perdre une guerre. En dehors des bons conseils de Gérard Chialan, spécialiste des guerres asymétriques, il y a 2 façons principales de perdre la guerre. La première, c'est de ne pas avoir compris qu'elle avait commencé. Et la deuxième, c'est de ne pas avoir compris les règles du jeu. Donc quand est-ce qu'elle avait commencé? C'est en 91, et nous, en 91, on faisait d'autres choses. Début d'Internet. C'est pas qu'on en était encore au Minitel, mais on a loupé cette compréhension des règles du jeu, c'est-à-dire qui détient l'information détient le pouvoir, et pour détenir l'information, il faut détenir les réseaux, les relais, les capteurs, et ainsi de suite. Et donc, Gérard Chialan précise que le problème aujourd'hui réside dans la volonté politique des décideurs qui doivent tenir compte de leurs opinions politiques fragilisées par les médias qui vendent quotidiennement de l'angoisse. Alors de l'angoisse, en ce moment, on en a notre dose avec le Covid, mais l'angoisse est également entretenue par le terrorisme et par tout ce que l'on veut. Donc, je vous laisse imaginer nos dirigeants d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans la situation actuelle, en sachant qu'ils sont en élection, en campagne électorale permanente, puisqu'en France, on passe d'une élection à une autre, annoncer la fermeture de Facebook et d'Instagram. Et là, vous allez avoir une levée de boucliers, pas possible. Après celle des gilets jaunes, le mensonge des masques, les erreurs des tests et le bordel permanent qu'est le confinement où ça change tous les jours et où plus personne n'y comprend rien, je ne vois pas comment le gouvernement pourrait ne pas céder, alors via la Commission européenne ou pas, ne pas céder aux pressions des GAFAM. La 5G, pour moi, c'est une diversion qui fait passer à côté de la vraie question. Souveraineté numérique et puissance des pouvoirs que l'on accorde aux GAFAM. Donc pour conclure,
je prendrai le dictionnaire amoureux de l'excellent André Comte-Sommeville, qui cite le philosophe Alain, qui dit qu'il y a deux vertus qui fondent la République, l'obéissance et la résistance. Les deux ne sont pas antinomiques parce que sans obéissance, c'est l'anarchie et sans résistance, c'est la tyrannie. Or, nous sommes en pleine manipulation, ce qui nous permet ni l'un ni l'autre. Donc manipulation à tous les niveaux, à commencer par les décideurs, par le biais des industriels et des économistes qui mettent en avant, à juste titre, le relais de croissance que pourrait être la 5G face à l'effondrement de notre économie et surtout de notre marché du travail. Le Covid a généré 800 000 chômeurs de plus, déjà qu'on en avait notre lot par rapport à l'Allemagne, 800 000 chômeurs de plus à cause du Covid. Si vous imaginez la 5G qui va encore une fois détruire des emplois, si on ne fait rien, eh bien, ma foi, ça va devenir critique. Manipulation également du bon peuple par les Khmers verts et autres anti-tout, anti-vaccin, anti-5G, anti-gouvernement. Peuple dont on a mesuré la sensibilité aux contre-vérités et aux clichés lors du mouvement des moutons jaunes. Mais également manipulation, ou plutôt jeu politicien du président lui-même, qui fait la promesse d'un moratoire sur le 5G à la Convention citoyenne qu'il avait lui-même nommée, histoire de lisser un peu et d'apaiser le mouvement des Gilets jaunes, et qui, quelques semaines après, tout bronzé, sans cravate, devant un parterre de start-upers qui lui étaient conquis et qui buvaient ses paroles comme du petit lait, forcément, puisqu'ils vont être les premiers à profiter de ça, qui lançait les enchères qui sont terminées. Ça s'est passé en moins d'une semaine, et vous en entendez plus parler sur les chaînes mainstream. On est revenu au Covid et au quotidien. La 5G, ça y est, c'est plié, c'est rangé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Mais on ne peut pas lui en vouloir puisque en faisant ça, il n'a fait que le job pour lequel il avait été mis en place, comme on a évoqué dans une précédente vidéo, par le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire la loge le siècle et ainsi de suite. Et ce, par le biais de ce qu'on a appelé l'état profond, c'est-à-dire tous ceux qui sont décrits dans cette revue. Et donc, charge à lui de jongler avec les promesses faites aux uns ou aux autres pour maintenir le couvercle sur la cocotte qui bouillonne, la cocotte sociale qui bouillonne, en faisant passer des réformes ultra-libérales dans la continuité des 30 dernières années que l'on a vécues. Malgré tout ça, avec le temps, tout passe. On voit que les enchères 5G, c'est passé en une semaine. Certes, il y aura certainement quelques antennes qui vont cramer, comme il y a quelques radars qui ont cramé, mais je vous rappelle que les 80 km/h sont toujours en vigueur sur nos routes et que les 14 000, 20 000 ou je ne sais pas combien antennes 5G seront installées dans les 7 ans. Et ce sont les mêmes qui refusent la 5G qui aujourd'hui se goinfrent de vidéos sur YouTube, si possible, en HD. Y compris les écologistes, alors que le numérique fait déjà 4% des gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre, qui double le transport aérien, qui, malgré tout cela, pense à nettoyer sa boîte mail en sachant qu'un mail, ça fait 15 000 km, même quand vous le faites à votre voisin, il fait 15 000 km en gros pour arriver chez votre voisin, il met 7 secondes à faire le tour du monde et il est stocké de façon redondante sur des serveurs qu'il faut refroidir et qui consomment de l'énergie. Donc d'un côté, on ronchonne à juste titre contre le réchauffement climatique et les gaz à effet de serre, et d'un autre côté, on se sert de YouTube et on se sert du mail, et de YouTube, heureusement, sinon je ne pourrais pas vous parler, et on se sert du mail à qui mieux. Donc, comme d'habitude, ce seront les usages, et donc les usagers qui feront le succès ou pas de la 5G, qui feront sa nocivité et la consommation de ce relais. Et une fois de plus, on peut constater que chacun transforme ses responsabilités individuelles de citoyens et d'habitants de la planète, donc responsabilité personnelle, qu'on transforme en reproche aux dirigeants qui eux-mêmes s'en servent comme sujet de diversion et objet de focalisation. Et au final, ça ronchonne, mais rien ne change. Depuis 150 ans, la technologie change les usages et les usagers changent la technologie. C'est une boucle permanente, un peu
à la façon des cycles ou des ruptures créatrices de Schumpeter. Alors, quant aux opérateurs de 5G, et notamment par le biais de la bouche du patron d'Orange, on entend des discours aussi hypocrites que les vendeurs de pâte à tartiner chocolatée qui marquent en tout petit en bas faites du sport et de l'activité, mangez 5 fruits et légumes par jour. Et bien là, le patron d'Orange dit il faudra éduquer les utilisateurs de 5G pour qu'ils en consomment moins. Alors que son intérêt, évidemment, c'est que vous en consommez plus. Et on peut faire confiance en cela. Pour cela, on peut faire confiance aux marketeurs et aux pros de la manipulation. Donc, même si la réponse à la question 5G ou pas 5G est pas évidente, enfin est évidente, bien que complexe, c'est évidente, oui, on aura la 5G. Elle fait partie, à mes yeux, et là c'est un avis personnel sur lequel je vais travailler pour vous proposer une prochaine vidéo de prospective pour les 30 ans, mais elle fait partie d'un changement de paradigme qui a commencé, comme je vous l'ai dit, en 1990 ou 91, peu importe, chute du mur et surtout arrivée de l'Internet qui a généré une mondialisation des idées, des flux, des marchandises. Et donc, commencé en 1991, et je pense que là, on est parti pour 30 ans de changement de paradigme avec des ruptures plus ou moins violentes. Et donc, c'est à la génération future que l'on laisse, ça va prendre une génération comme à chaque fois, on laisse. Et j'ai commencé une vidéo il y a quelques temps en disant si vous étiez né au début du siècle, vous auriez connu la guerre de 14, 39, la grippe espagnole et ainsi de suite. Et bien la génération qui vient va connaître ce qu'on est en train de lui laisser. Donc, voici les prochaines vidéos annoncées, donc à bientôt. D'ici là, portez-vous bien avec le masque, ne serait-ce que pour consolider la première des vertus de la République ou pour respecter l'article 4 de la Convention universelle des droits de l'homme et du citoyen, à savoir que la liberté de chacun s'arrête là où celle des autres commence, mais aussi et surtout, s'il vous plaît, en pensant par vous-même sur ce qui fait sens pour la deuxième vertu, à savoir la résistance. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces en l'air, le pouce du schtroumpf bleu. Merci de vous abonner, ça facilite et ça permet aux moteurs de recherche d'accélérer. Et encore une fois, merci pour tout et à bientôt. Et comme d'habitude, vous trouverez la version longue en version papier sur le site zenist.fr.